Nous allons parler de biscuits savoureux aujourd'hui de Wallonie, d'une entreprise qui est devenue une petite nationale, une petite multinationale, mais on parlera aussi de manière plus large, vous le verrez, de fiscalité et d'un système qu'on pourrait remettre à plat. Pour ça, on reçoit Thierry Huet, qui est CEO de la biscuiterie De Sobry à Tournai, qui est Bonjour, aussi... Olivier. Bonjour Thierry, alors aussi une entreprise que vous avez reprise en 2000, c'est ça, et qui est devenue une petite multinationale, je l'ai dit, c'est-à-dire que vous l'avez fait grandir, prospérer, et que vous avez été voir aussi ailleurs si l'herbe était plus verte. Tout à fait. Comment ça se passe bien pour vous ? Écoutez, pour le moment, ça se passe très bien. Pour pouvoir donner un peu une image, nous sommes un catamaran qui va très vite. Le seul point, c'est qu'on rencontre des mers tumultueuses, et spécialement au cours de ces 5 dernières années. Mais la volonté, effectivement, et avec une équipe extrêmement dynamique, c'est de continuer la croissance. Et quoi, un catamaran qui va très vite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une croissance c'est-à-dire exponentielle ? à la fois une croissance qui sera de 10% cette année. Je dirais, depuis 2000, on aura multiplié par 5,5 le chiffre d'affaires. De 8, on arrivera à 43, 44 cette année. Mais c'est tumultueux dans le sens où, au cours des 5-6 dernières années, nous avons eu de sérieuses crises, et toute l'alimentaire d'ailleurs, tout le secteur alimentaire, par les hausses successives de matières premières, des hausses pour l'énergie, et ce en 2 vagues, avant l'Ukraine et après l'Ukraine, le Covid, mais maintenant le chocolat et, je dirais, la baisse de toutes les monnaies par rapport à l'euro. Donc quand on exporte près de 90%, c'est quand même... Comment on fait pour surfer là-dessus ? Comment fait-on ? On a d'abord, je dirais, une équipe. On a réduit les coûts, on investit pour réduire les coûts, mais on a surtout une équipe extrêmement dynamique, volontaire, entrepreneuriale, parce que c'est ça, et avec aussi une flexibilité pour réadapter des projets ou réadapter des offres produits en ligne avec la nouvelle donne. Alors la fin de l'année est un moment important pour vous, notamment si je ne me trompe pas, vous partez aux États-Unis, oui, et au Canada, qui sont des marchés importants pour vous. Ça veut dire quoi ? Vous faites ça régulièrement ou... Écoutez, on fait ça chaque année, donc on est à la fois en Europe où le produit, je dirais, d'assortiment de biscuits est plutôt une fête de famille. Dans le monde anglo-saxon, ça devient un cadeau, côté gifty, donc on est parfaitement en ligne avec la période de Noël, Nouvelle Année et Chinese New Year. Donc tout le monde anglo-saxon est extrêmement important, ça représente plus de 55% de notre chiffre d'affaires. Et donc dans ce cadre de cadeaux, la fin d'année est essentielle. Et spécialement les ventes qui ont lieu, je dirais, en novembre-décembre. Donc c'est à ce moment-là où, avec l'équipe, nous allons aux États-Unis et au Canada pour avoir un premier sentiment des ventes, mais aussi pour pouvoir rescreener tout ce qui s'y passe et ce que l'on fait nos concurrents. C'est une année particulière. On a parlé évidemment du retour de Donald Trump, des questions douanières et tout ça. Oui. Est-ce que cette année-ci est une année un peu charnière ? Elle est plus stressante et plus challenging. Pour quelle raison ? C'est qu'on a eu déjà des augmentations avec les matières premières les 3-4 dernières années. Se sont ajoutés maintenant le chocolat, plus 15% de droits de douane. Et nous avons dû répercuter cela aux consommateurs. Donc pour le moment, on est en train d'analyser, après avoir effectivement ces ventes auprès des grands retailers, quelle va être la réaction du consommateur américain, quelle va être l'élasticité prix, et s'il y aura une bonne réaction, parce que les prix ont sérieusement augmenté. Alors, je l'ai dit, vous avez fait le choix de faire une petite multinationale, c'est-à-dire une entreprise qui reste familiale, en tout cas d'une taille raisonnable, mais qui en même temps va à l'export résolument. Voyez. Mais c'est aussi un choix, en fait. Pourquoi ? C'est une décision. Alors, ou bien vous restez belgo-belge, et moi j'ai besoin de voir un douanier. C'est depuis tout petit, je suis fils de militaire, donc on a vécu essentiellement à l'étranger. Mais pour la Belgique, et on reviendra peut-être sur cette notion d'exportation qui est totalement différente entre un exportateur allemand dont le marché intérieur est extrêmement important par rapport à la Belgique, c'est une nécessité si vous voulez grandir et si vous voulez atteindre tous les points du monde.
C'est clairement l'ADN de Sobry, c'est cette volonté-là, avec un choix aussi de marge plus courte, mais d'avoir des volumes plus importants. Donc c'est effectivement un choix, ce qui nous permet d'essayer d'atteindre la masse critique pour continuer nos investissements industriels. En même temps, vous avez un regard du coup sur le système belge, parce que si vous avez fait ce choix-là, alors c'est évidemment impératif, c'est une manière de voir le monde par choix et par nécessité, mais c'est aussi révélateur de notre système à nous, non ? Oui, et le système, si vous voulez, comment le définir ? On a fait des choix sociétaux. Un État-providence, on a l'appelle voulu, comme ça. effectivement, ouais. Mais on a posé un choix qui nous était propre par rapport même aux pays qui nous entourent. Et le point, c'est que il y a 30, 40 ans, on a décidé d'avoir une taxation extrêmement forte. Des revenus du travail. Pour des revenus du travail, mais dès le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment le seul pays européen, par rapport aux 5-6 pays qui nous entourent, à taxer à 40% dès que le salaire brut atteint 15 000 euros. Oui, très vite dans la croissance de la fiscalité. Quoi, ouais. Effectivement. Je vais vous donner un exemple. En faisant une comparaison sur base d'un salaire brut de 50 000 euros, qui est peut-être un salaire médian, ça veut dire 3 600 euros brut par mois, eh bien en Belgique, vous gagnez 2 400 euros net. En Hollande, vous êtes à 2008. Ça veut dire que vous avez, pour ceux qui travaillent, davantage de net, ce qui est essentiel pour, les travailleurs. Chez nous, on a pris une option différente. C'est qu'on a écrasé la différence entre les gens qui travaillent et les inactifs, donnant au même moment énormément d'argent, à l'État pour une redistribution. Mais quand vous comparez la situation par rapport à la Hollande, qui est à 100 km, par rapport à la Wallonie, ce n'est pas un pays sous-développé. Il a développé effectivement une autre conception de l'État que chez nous. Ça veut dire que pour l'entrepreneuriat, alors il y a un côté où c'est préjudiciable, j'imagine, parce que le pouvoir d'achat est moins important. J'imagine que dans un business comme le vôtre, c'est important. Ça, c'est le premier élément. Mais le premier élément, c'est que surtout, et je vais peut-être un peu, extrêmement strict, si vous voulez, on a pris une option très latine, très jacobine, très centralisatrice, que l'État était un État-providence protecteur. On a, d'une certaine façon, par rapport au monde anglo-saxon, anesthésié nos gens d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a moins d'entrepreneurs, on ose moins, on a moins de grandes entreprises. Deuxième impact, c'est que comme les gens ont une lecture de leur salaire net, bien entendu, quand il y a un écart de 400 euros, ils vont retrouver l'entrepreneur ou l'entreprise pour combler la différence. Et lorsque vous devez offrir 100 euros net, ça vous coûte 300 euros. Donc, on a réduit au même moment la compétitivité de nos entreprises. Donc, ce choix initial d'État-providence a effectivement des conséquences extrêmement, fortes. Et donc, à un moment donné, ça devenait aussi pour entreprendre beaucoup plus risqué en Belgique. Parce que pour engager des gens, effectivement, il y a le coût. Cher, ouais. Donc, vous voyez aussi, moi je l'ai vu au cours des 20-30 dernières années, beaucoup de sociétés ont été vendues. Ce qui veut dire aussi des centres de décision qui partent. Donc, vous voyez, derrière cela... Vous restez en Belgique, quand même. Moi, je reste en Belgique et je crois effectivement que c'est peut-être l'avenir de la Belgique et de la Wallonie. C'est de développer l'entrepreneuriat, vraiment, et grâce à cette espèce d'ADN ou d'affectio, du pays, ce qui est mon cas, c'est d'essayer effectivement, c'est de rester à une seule condition, et on reparlera peut-être d'innovation, une innovation process qui est essentielle, c'est-à-dire que ce soit l'intelligence artificielle ou toute la technologie industrielle qui se développe, doit pouvoir être appliquée, aux entreprises, et de pouvoir les aider à financer. Fiscalement, enfin, en tout cas, elle pourrait être des investissements qu'on doit considérer comme tels. Quoi. Écoutez, ça fait des années, je crois que 20-30 ans, à l'époque, avec l'Union Wallonne des entreprises et les ministres de l'économie. Vous avez été vice-président, là, c'est ça ? J'ai été effectivement vice-président, et avec les différents, ministres de l'économie, nous avions laissé un mémorandum concernant l'industrie. Et il faut rester simple et simplifier les règles. Le côté fiscal est essentiel. Essayons effectivement de réduire l'impôt des sociétés concernant les industries, de réduire les cotisations patronales, de telle manière à des sociétés comme la nôtre, qui sont quand même petites dans un cadre mondial, de développer l'autofinancement. Et
je dirais, cette façon nous permettra effectivement d'acquérir de la technologie pour pouvoir aller dans le monde entier et de pouvoir tenir, à un moment donné, des différentiels qui peuvent venir des monnaies, des matières premières, etc. et donc se développer. Et c'est ça que l'on avait préconisé il y a déjà 20 ans. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas du tout fait, effectivement. Parce qu'il y a des pays, je vais citer des exemples qui me viennent en tête, mais l'Irlande, le Portugal, des pays qui à un moment, alors peut-être dans des moments difficiles, où il fallait faire des choix, notamment des choix budgétaires, c'est un peu notre cas aujourd'hui, exact. Qui ont décidé de se dire, allons-y, soyons attractifs, attirons les entreprises. C'est des modèles. Ce sont des modèles, mais vous rencontrez justement ce différentiel, et que l'on vit en Europe d'ailleurs, entre le modèle anglo-saxon et le modèle latin. Le modèle anglo-saxon est très orienté business, est très pragmatique, et donc prend des mesures qui sont claires pour tout le monde et simples à appliquer. Nous sommes là dans des situations où on applique des aides aux entreprises, mais c'est compliqué, il y a des dossiers à déposer, etc. Ça prend beaucoup plus de temps. Non, effectivement, comme vous avez évoqué, regardez l'Irlande, regardez le Portugal, je dirais ce sont des options totalement différentes. Il faut se faire confiance, en fait, quelque part. Se dire, OK, on prend un risque, c'est une prise de risque. Mais écoutez, c'est la vie. Hein. Je dirais, attendez, c'est la vie d'une manière ou d'une autre. Un entrepreneur, c'est quoi? Une entrepreneuse, parce qu'il y a énormément de femmes. Je dis, c'est le business plan, il vaut quelques mois, il tient quelques semaines. Qui avait effectivement... C'est de plus en plus rapide, j'imagine aussi. Les incertitudes sont là. Donc, on doit apprendre à vivre avec le risque, avec l'incertitude. Moi, je préconise d'ailleurs qu'il y ait un jour un cours d'université uniquement basé sur le risque et la gestion de l'incertitude, et de pouvoir être capable de gérer ce genre de situation. Mais c'est en permanence. Donc, les règles doivent être simplifiées. Et regardez Schröder, ce qu'il a fait en 2000-2002 pour pouvoir sauver l'Allemagne et l'industrie allemande. Ça a été des mesures draconiennes, mais simples, compréhensible et applicable très rapidement. Sur deux choses. Donc, si j'entends bien, le coût du travail d'une part, oui. L'énergie aussi, on en parlera, un volet important. Extrêmement important. Et alors, sur la fiscalité des entreprises. C'est là qu'il faut avoir des orientations très claires. Oui, et si on ne veut pas le faire, écoutez, il ne faut pas reparler de réindustrialisation. Il y aura sans doute de l'activité, mais en high-tech, en start-up, je dirais, pour la biologie, etc. Mais avoir des activités, je dirais, traditionnelles, peut-être industrielles, un peu plus traditionnelles, là, ça va être extrêmement compliqué. Ça, c'est un fait. Mais quand vous voyez, en ce qui nous concerne, nous avons un coût salarial aux alentours de 40 € de l'heure. Nous nous battons contre des sociétés allemandes établies en Pologne qui sont à 16. Mais de manière générale, il y avait une étude qui avait été faite, je crois, par la FEB, et qui montrait que le coût manufacturier en Belgique, en moyenne, était à 50, il est à 30 en Espagne. Et donc, à un moment donné, j'entends le discours en disant « oui, mais… et je l'ai encore entendu récemment de la part des syndicats, en disant « oui, mais de toute manière, sur un prix de revient de 100%, le coût salarial est à 20%, 25%, 30%. » Oui, il faut savoir simplement que les 70 autres % sont identiques pour tout le monde. Que vous achetiez du chocolat, que vous achetiez des emballages à Varsovie, je dirais, ou à Bruxelles ou à Tournai, c'est quasiment le même prix, d'une manière ou d'une autre. Donc vous devez vous battre sur, effectivement, ces 20-30%, sachant que d'une manière ou d'une autre, dans les négociations avec la grande distribution, on parle de quelques eurocents. Quand vous avez 30%, ou 20% sur lequel vous avez un différentiel, je vous l'ai expliqué, entre la Pologne à 16 et nous à 40, de plus de 50%, vous avez 10 à 15 points de différence. Sur une rentabilité expliquée par la Fédération des industries alimentaires de 3-4%. Vous voyez, à un moment donné, c'est une course contre la montre pour pouvoir se développer et de rester attractif. Parce qu'on voit maintenant qu'il y a des gouvernements qui sont un peu contraints, forcés de prendre des mesures. Alors, par rapport à des choses que vous avez dites, il y a de la simplification administrative, on en parle. Bon, il y a eu tout le débat sur l'indexation aménagée des salaires, voilà. Il y a une volonté, on en a parlé aussi, de réduire l'écart, d'élargir l'écart entre les allocations et les salaires minimums.
Mais on part de loin, c'est ça que vous dites? On part de très loin, oui, effectivement. Il aurait fallu faire ça il y a 30, 40 ans. Parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est à la marge. C'est à la marge et dans des conditions, je dirais, économiques plus compliquées, avec surtout davantage de mondialisation aussi. Je dirais, il y a 30, 40 ans, il y avait un peu moins de mondialisation. Maintenant, tout va très vite. Et non seulement vous avez de la mondialisation, mais les événements s'accélèrent. Vous avez aussi l'intelligence artificielle qui est là. Vous avez les fluctuations, les incertitudes. Donc, on aurait dû le faire largement plus tôt. Et c'est pas antisocial, à un moment donné, de donner une responsabilité, je dirais, à chaque Belge. Je crois que c'est possible. Et d'avoir un discours clair, parce que ce que vous dites, c'est des mesures qui sont lisibles, simples. Et qui donnent un cap. Et qui donnent un cap et qui ont un effet retour extrêmement rapide. Moi, je dois vous avouer que je pourrais avoir, je dirais, engagé davantage de risques encore si j'avais davantage de flexibilité. Je ne demande pas, et qu'on soit extrêmement clair, que les gens gagnent moins en net. Au contraire, je me suis toujours battu pour que le salaire net augmente. Je vous ai exposé la Hollande, déjà la Belgique. Mais à un moment donné, mettre des kilos de pierre dans votre sac, vous êtes petit en termes de masse critique par rapport à des géants ou des beaucoup plus grands que vous, et vous devez parcourir le monde, enlever une pierre n'est pas un avantage que l'on donne à l'entreprise. On réduit sa contrainte. Pour vous, alors, le moment, c'est quoi? C'est un moment de consolidation, d'investissement important pour assurer son autonomie. Écoutez, vous en êtes où à l'heure où on parle? Écoutez, on n'a pas d'autre option, au moins c'est clair, c'est d'aller le plus vite possible et de continuer à investir. Et donc, vous savez, le monde, si vous arrêtez d'investir, c'est une mort assurée. Ça, c'est un point très clair, oui. Et investir, ça veut dire quoi? Écoutez, on a fait, par exemple, depuis 2008 jusqu'à maintenant, plus de 65 millions d'investissements par endettement. Si nous n'avions pas fait cela... Et quoi, dans des chaînes de production? Dans des chaînes de production, dans de l'automatisation, et c'est absolument clé, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas parcourir le monde et vendre, si vous voulez, si vous n'avez pas une offre qui est attractive, mais en même temps, de plus en plus, le prix est essentiel. Et donc, vous devez appliquer, et c'est là aussi, chose que j'avais déjà largement évoquée, quand on fait des aides aux entreprises, on parle souvent d'innovation, mais d'innovation produit. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de l'innovation process. Et ça, c'est absolument clé. Je préfère qu'on nous aide plus à nous aider à avoir, je dirais, des chaînes de production extrêmement flexibles, extrêmement rapides et efficientes. La partie innovation produit, c'est notre problème, c'est le problème de l'entrepreneur. C'est de la créativité que vous pouvez générer quelque part. Et c'est à l'entrepreneur à générer lui-même. Vous l'avez dit, surveiller les marchés, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'on peut... Exactement, ça c'est notre problème. Et je préfère orienter une aide, je dirais, beaucoup plus innovation process qu'une innovation produit. Alors, peut-être que pour la recherche fondamentale, au niveau, je dirais, de la pharmacie... ou d'inventer un nouveau produit from scratch, il faut pouvoir effectivement moduler, mais soyons flexibles dans l'approche. Et je répète simplement, l'industrie a besoin de ce changement et de ce U-turn. Un petit élément dont on a parlé, mais c'est l'énergie. Est-ce que pour vous, c'est crucial aussi? Oui, c'est essentiel. C'est sans doute moins, je dirais, important que des entreprises situées à Anvers. Et qui en la grosse industrie chimique ou sidérurgique. Mais chez nous, ça représente quand même 8% de notre prix de revient. C'est monté à 13-14 et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que de nouveau, quand vous exportez, vous ne pouvez pas justifier cela auprès de vos clients. Parce qu'eux ont des benchmarks totalement différents. Ils disent, ça c'est votre problème. Alors, aux États-Unis, la molécule coûte autant, d'électricité coûte autant. Chez vous, c'est peut-être beaucoup, mais ça c'est votre problème. Augmenter votre capacité d'efficience. Donc, à un moment donné, ils comprennent la hausse venant de matières premières, parce que ça, le monde est impacté. Mais si votre impact est un impact local, même européen, parce qu'il y a eu des choix qui ont été posés, je peux vous dire que la grande distribution fait fi de cette augmentation. Donc, vous devez développer des capacités à pouvoir tenir des chocs, et c'est à la fois cette masse critique... Et à réduire vos marges. Et à réduire les marges, effectivement. Alors, vous avez parlé du chocolat, par exemple, de matières premières.
En quoi on dit souvent que le changement climatique va quand même affecter pas mal des activités comme les vôtres, notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on anticipe aussi, on s'adapte. Comment on gère? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que le chocolat. Le chocolat, le café. Enfin, on dit. Mais écoutez, ça va exploser potentiellement. Ça va exploser. Vous regardez les courbes et qui sont connues. Hein, on était à un moment donné de manière assez générale à 2000 livres sterling la tonne de fèves de cacao. Elle est montée à 10 000 et dans un laps de temps de quelques mois. Vous ne pouvez pas vous retourner. Alors, à un moment donné, est-ce que vous vous êtes protégé, oui ou non? Mais ce sont des décisions. À quel moment vous devez le faire? Effectivement, au cours des 3-4 dernières années, les fluctuations au niveau des matières premières ont été colossales. Ça veut dire que vous trouvez des substituts? Non. Vous préparez d'autres produits? Écoutez, je n'ai pas la solution, je vous le dis tout à fait franchement. Il y a eu à un moment donné un développement d'un simili chocolat avec d'autres graisses. C'est pas satisfaisant en réalité. Non, écoutez, nous on a pris une option jusqu'à aujourd'hui, c'est de continuer à utiliser des matières premières nobles, etc., pour avoir une qualité produit. On ne peut pas, je dirais, ne pas avoir un produit de totale qualité, si vous voulez. Sinon, on ne passera pas à l'export. Donc oui, la question que vous posez est Et donc ça veut dire quelque part qu'il faut pouvoir aussi expliquer que ça vaut son prix. Oui, le seul point, si vous voulez, c'est que votre taux de substitution, de nouveau, on parlait des droits de douane. Quand vous avez une très grande multinationale, avec tout le respect, bien entendu, de cette structure, mais vous avez des unités aux États-Unis, vous diminuez la production, je dirais en Europe, vous l'augmentez aux États-Unis, vous échappez aux 15%. Donc, vous, en tant que société belge, où on a pris comme option d'avoir une centralisation de notre production en Belgique, eh bien, nous devons encaisser ces chocs. Et donc, je reviens au propos, si vous voulez, de flexibilisation, je dirais de réduire les coûts, d'être clair, de simplifier, pour pouvoir continuer à grandir, ce qui est notre volonté. Et vous restez amoureux de la Belgique et du label belge. Je reste amoureux, l'amour, etc. Non, je trouve qu'on a... Je suis extrêmement enthousiaste. En fait, ce qui est extrêmement frustrant, si vous voulez, c'est qu'on a plein de qualités, mais on ne les exploite pas. On ne libère pas, c'est ce que je veux dire. Oui, mais on se met à un moment donné des barrières, si vous voulez, on pourrait être beaucoup plus clair, on pourrait être quelquefois moins consensuel. Je ne sais pas si le consensus, c'est à la fois, je comprends, un avantage. Au même moment, j'ai quelquefois l'impression, en Belgique, c'est plus qu'une impression, qu'on oublie l'objectif, qu'on oublie d'être pragmatique, comme les anglo-saxons, et du moment qu'on s'est arrangé pour qu'il y ait un accord, même si ça ne donne pas le résultat, ça c'est un peu, je dirais, un ingrédient belge, je trouve. Vous êtes un globe-trotter, vous Tout à fait globe-trotter. C'est à ce moment-là, si vous voulez, moi j'aime bien de regarder, j'aime bien d'écouter, j'aime bien de discuter avec les gens, vous apprenez beaucoup. Vous apprenez quoi, par exemple? Mais la veille, la veille, je dirais, philosophique, c'est d'écouter. Vous dites, tiens, ça c'est intéressant. Vous apprenez, il y a des gens qui sont passionnés, passionnants, et vous apprenez toujours. Il y a d'autres manières de faire. Vous dites, là, le modèle anglo-saxon, j'imagine que vous abreuvez à ça aussi. Mais je dois vous avouer que j'ai essentiellement travaillé avec des Américains, et ça a été une découverte extraordinaire. Le côté américain vous pousse toujours à faire plus, à être extrêmement rigoureux. Je peux vous le dire, c'est impressionnant les dossiers que nous devons laisser avec la grande distribution américaine. C'est d'une précision. Mais il vous pousse en permanence en dehors quasiment de vos possibilités. À vous améliorer, avec l'excellence. C'est de l'excellence, etc. Parce qu'il n'y a pas le choix aussi, j'imagine. C'est une compétition très importante. Tout à fait, mais vous faites une compétition surtout vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des équipes. Et je dirais, être entouré de gens, et nous l'avons à Tournai, qui réalisent tout cela et qui changent leur mindset, leur état d'esprit, parce que c'est ça qui est clé. Je crois, vous savez, moi, quand on engage quelqu'un de nouveau, il y a le diplôme, oui, mais la partie essentielle à 90%, c'est l'état d'esprit et l'éducation. Et il y a de la marge, il y a du travail à faire. C'est même compliqué, oui, c'est l'état d'esprit, si vous voulez. Quand
je dirais, on est un peu sériné par est-ce que l'on a une garantie, est-ce que l'on a ceci, à un moment donné. Une aide, une assurance. Vous développez la peur, en fait. Ouais. Vous savez, à un moment donné, je dirais, je ne suis pas né au moment de mon biberon je dirais, à dire, lui, il va prendre tous les risques, et ainsi de suite. Ça s'apprend, c'est créer la confiance, c'est de s'entourer, et c'est comme ça. Et à un moment donné, de se réveiller le matin en disant, on doit faire autre chose, et autrement. Et si vous êtes entouré de ces gens-là chez vous, qui vous aident, vous avez passé un sérieux cap, parce qu'à ce moment-là, on peut beaucoup plus être dans le côté anticipation, et vous avez ce genre d'aide que de retrouver des gens qui se plaignent. Moi, j'ai travaillé avec des Américains, je me souviens toujours, à un moment donné, mon patron déchirant la page en disant un one-page, des recommandations, un plan d'action, et j'ai appris beaucoup de choses de cette façon-là. Encore une fois, revenir à des choses simples, en tout cas simples et claires. Simples, claires, et où le plan d'action peut être clairement défini, et pas exposer des problèmes. Je donnais aussi, à l'époque, si vous voulez, au moment de l'engagement, je devrais le refaire d'ailleurs, c'était le CD d'Apollo 13, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le chef de mission, à un moment donné, renvoie tous ses collaborateurs en leur disant, et ils étaient, je dirais, une trentaine, cinquantaine, dans 2 heures, il y a 3 types là qui sont en train d'avoir un sérieux problème. Dans 2 heures, vous ne me donnez pas la liste des problèmes, vous me donnez des solutions. Et c'est un peu cette mentalité très anglo-saxonne, c'est de pouvoir apporter des solutions et pas d'avoir des listes de problèmes. Est-ce que vous dites parfois qu'en Europe, on n'a pas suffisamment pris conscience du fait que le monde a changé? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression d'être acculé en Europe. La compétitivité, les droits de douane, la guerre en Ukraine avec la menace russe. Enfin, on a l'impression qu'on est un peu devenu un village d'Astérix qui est pris d'assaut. C'est votre sentiment? Je dirais que l'abondance amène à l'atrophie mentale. Ouais. Et je crois que l'Europe... C'est fort ce que vous dites là. Je dirais l'Europe s'est complètement reposée sur son confort. Ça s'est même exprimé en tant que fils de militaire. Et il y a une chose qui m'anime et qu'il faudrait aussi, c'est la notion de liberté. En tant que fils de militaire, j'ai vu le rideau de fer, j'ai vu Berlin-Est, Berlin-Ouest. Vous avez vécu là-bas ou non, mais vous y alliez? Je dirais, on regardait, on savait ce que ça signifiait. Et pendant 60 ans, et c'était avec justement la décision de von der Leyen de négocier, d'accepter les 15%. Oui, ce seuil de barrière douanière avec les États-Unis. Pendant 60 ans, on a demandé aux Américains de s'occuper de notre propre liberté. Je ne sais pas si vous imaginez, on a demandé à des gens du Wisconsin, de l'Utah, etc., de venir en Allemagne pour pouvoir nous défendre et défendre notre liberté. Même Adenauer, et l'âge que j'ai me permet je dirais d'en parler, n'avait pas confiance aux Européens. Il a demandé aux Américains de franchir le Rhin pour être, non pas à l'ouest, mais à l'est, et d'être impliqués immédiatement s'il y avait un conflit avec l'Union soviétique. Enfin, je dirais... c'est étonnant qu'on ne s'en soit pas surpris, qu'on ne se surprenne pas de cette réalité. Ouais. Je crois qu'on le savait, mais je crois qu'on a été gentiment un peu hypocrite. Ça nous a avantagé, au lieu de devoir dépenser 2 à 3% du PIB. En Belgique, on était à 0,9. Et donc, en défense, oui. Pour la défense, pardon, oui. Et donc, ça permettait de faire autre chose, pas toujours de manière efficiente. Il y a certains qui disent... Il y avait une chanson, je crois, à une époque, c'était « Dormeur, réveille-toi ». On a un peu à ce moment-là, mais il est un peu tard, peut-être. Oui, de nouveau, parce que là aussi, c'est du retard. C'est un peu comme au niveau fédéral. On aurait dû faire ça depuis longtemps, mais réarmer... ça ne se fait pas en 6 mois, je veux dire. Et quand vous constatez que le stock de munitions était limité à quelques semaines, je crois, vous imaginez le point dans lequel nous nous inscrivions, quoi. Thierry Huet, merci beaucoup. On devrait vous inviter chaque fois qu'on a besoin d'un électrochoc parce que ça fait du bien, franchement. Écoutez, en tout cas, c'était un plaisir. C'est un plaisir de discuter, mais vraiment, on a besoin de langage vrai, de vision claire, vous l'avez dit, d'objectifs qui sont tournés vers l'avenir. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk. Retenez-en peut-être quelque chose pour la suite. Merci à vous, à bientôt.